Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la bataille d'Eckmühl, qui prend place durant la campagne d'Autriche de 1809. La France est engagée dans la péninsule ibérique depuis 1807 avec l'invasion du Portugal après un débarquement anglais près de Lisbonne. L'année suivante, c'est l'Espagne qui est envahie. Le roi Carlos IV abdique, le pays occupé par la Grande Armée devient un des satellites de l'Empire napoléonien. Mais dressé contre la France par le clergé, la population se rebelle, ce qui aboutit à la défaite du général Dupont à Bailène, le 22 juillet 1808, puis celle de Junot à Vimiera le 20 août au Portugal. Dans toute l'Europe, la nouvelle sonne comme un nouvel espoir de victoire contre Napoléon. Partons ensemble sur les traces de la contre-attaque de l'Empire d'Autriche. Depuis 1792, l'Europe est en état de guerre quasi permanent, opposant la France révolutionnaire à une série de coalitions. Après 10 ans d'affrontements, la Première République remporte la victoire sur la première puis la deuxième coalition. En mars 1802, la France, gouvernée par Napoléon en tant que premier consul, et la Grande-Bretagne acceptent de mettre fin aux hostilités lors du traité d'Amiens. En 1804, la guerre reprend entre la France, toujours dirigée par Napoléon, devenu empereur, et ses alliés, face à la troisième coalition, rassemblant l'Autriche, la Russie, le Royaume-Uni, la Suède et Naples. Celle-ci se dissout à la fin de l'année 1805, à la suite de la victoire française d'Austerlitz, sur les troupes austro-russes. En 1806, une quatrième coalition est organisée, la Prusse remplaçant l'Empire d'Autriche. Les Prussiens sont écrasés à la double bataille d'Iéna, d'Auerstadt. Puis ce sont les troupes russes, après la sanglante mais indécise bataille d'Eylau, qui sont définitivement battues à Friedland en juin 1807. Le traité de Tilsit, qui met fin à cette coalition et à 2 ans d'affrontement en Europe, consacre la position dominante de la France en Europe. Il affaiblit considérablement la Prusse et forme un axe franco-russe destiné à résoudre les conflits entre les nations européennes. Le blocus continental visant à isoler le Royaume-Uni du reste de l'Europe est mis en œuvre à partir de 1806. Pour appliquer totalement ce blocus, les forces françaises tentent d'intervenir au Portugal, seul pays encore en dehors de la sphère d'influence française. À la suite de l'échec de cette intervention, les Français interviennent dans les affaires intérieures espagnoles, profitant des rivalités de la monarchie pour la renverser et mettre à la place l'un des frères de Napoléon, Joseph Bonaparte, à partir de 1808. Toutefois, si la monarchie écartée n'était pas extrêmement populaire, l'ingérence française dans la politique espagnole entraîne une résistance dans tout le pays et mine la réputation de la puissance française. La guerre d'indépendance espagnole oblige l'empereur, après la défaite de ses troupes à Bailène, à intervenir directement. Les Britanniques sont repoussés au Portugal après la bataille de la Couronne en janvier 1809, mais la guerre civile reste active et gêne les nouvelles tentatives d'invasion du Portugal. La France s'est engagée dans la péninsule ibérique depuis 1807 avec l'invasion du Portugal. Après un débarquement anglais près de Lisbonne, l'année suivante, c'est l'Espagne qui est envahie pour la rattacher au blocus continental. Le roi Carlos IV abdique, le pays occupé par la Grande Armée devient un des satellites de l'Empire français. Mais dressé contre la France par le clergé, la population se rebelle, ce qui aboutit à la défaite du général Dupont à Bailène, le 22 juillet 1808, puis celle de Junot à Vimiera, le 20 août au Portugal. Dans toute l'Europe, la nouvelle sonne comme un espoir de victoire, que ce soit à la cour de Prusse de Frédéric Guillaume III, allié forcé de Napoléon, ou dans le cabinet du Premier ministre britannique. Mais aucun n'est plus satisfait que l'empereur d'Autriche François Ier, ex-François II, qui a dû renoncer à son Saint-Empire romain germanique en 1806, après la création de la Confédération du Rhin. Le pays se réarme et se prépare à rejoindre l'Angleterre dans une 5e coalition, en espérant que la guerre tournera mieux qu'en 1796, 1798, 1800 ou encore 1805. En 1808, Napoléon se trouve au-delà des Pyrénées, où il tente de maintenir l'ordre et de mater la révolte avec des démonstrations de force. Mais il est vite forcé de rentrer en France en apprenant que l'Autriche reprend sa marche vers la guerre. Une fois de plus, l'empereur n'a pas le choix, il doit battre les forces de François Ier dans une victoire éclatante comme à Austerlitz, Iéna ou Friedland. C'est toutefois l'Autriche qui ouvre les hostilités. Le 4 avril 1809, elle réintègre sa manœuvre de 1805 et s'empare de la ville de Munich, capitale du royaume de Bavière, alors alliée à l'Empire français.
Dans un même temps, d'autres corps envahissent le nord-est de l'Italie, dont la garnison française se limite à l'armée du prince Eugène de Beauharnais, forte de 56 000 hommes. Le dispositif autrichien est considérable. L'archiduc Charles d'Autriche, en tant que ministre de la guerre, est parvenu à reconstruire une armée de près de 500 000 hommes, 200 000 hommes pour les troupes combattantes et 300 000 réservistes. Face à ces forces soigneusement rassemblées depuis 3 ans, l'armée d'Allemagne dispose d'environ 200 000 hommes. Le point faible de Napoléon se trouve dans la composition de ses troupes. Les soldats d'élite sont restés en Espagne. Il doit se contenter d'hommes inexpérimentés, fraîchement recrutés dans les territoires de la Confédération du Rhin, comme les Bavarois ou les Saxons. Mais déjà en France, sont perceptibles de profonds signes de lassitude et de mécontentement devant des guerres qui n'en finissent pas. Napoléon doit faire face à un rapprochement de Talleyrand et de Fouché, qui sonne comme un coup de tonnerre et qu'il perçoit comme une trahison. De plus, l'empereur perd l'initiative de la guerre, lui ayant été imposée par l'Autriche, désireuse de venger Austerlitz. Voulant l'éviter, il cherche l'aide du tsar Alexandre Ier qui refuse. Une habile campagne de propagande anti-napoléonienne réveille les nationalismes en Allemagne. Par ailleurs, l'Angleterre, toujours désireuse de former des coalitions contre la France, convainc un peu plus les Autrichiens de mobiliser leurs ressources en vue d'une attaque lancée en avril 1809 contre 2 alliés de Napoléon sur le continent, la Bavière, déjà attaquée, et le Grand-Duché de Varsovie. Le conflit se présente donc dans des mauvaises conditions. Napoléon doit faire face à une Autriche belliqueuse, l'agitation qui couve en Allemagne, l'Espagne aidée par l'Angleterre et par le Portugal, qui est en état d'insurrection et une trahison parisienne. Ayant dû laisser plus de 190 000 soldats en Espagne, l'empereur se trouve dans la nécessité d'improviser une nouvelle armée pour affronter l'Autriche en Europe centrale. Par une série de mesures énergiques, Napoléon réussit à mettre sur pied à la fin du mois de mars 1809 la grande armée d'Allemagne, qui associe les vétérans du 3e corps du maréchal Davout, déjà présent en Bavière, et de nombreux contingents fournis par les États allemands alliés de la France, ainsi que les recrues des classes 1809 et 1810, mal préparés à la guerre et totalement inexpérimentés. Quant à la garde impériale, elle faisait route à marche forcée depuis l'Espagne. L'armée autrichienne massée sur le front allemand était commandée par l'archiduc Charles d'Autriche et comprenait 200 000 soldats divisés en 6 corps d'armée régulières et 2 corps de réserve. Bien préparé, ayant l'avantage de l'initiative, l'archiduc avait encore la possibilité d'exploiter la situation et de prendre l'offensive avant que ses adversaires aient achevé leur concentration. Le commandant autrichien avait d'abord prévu de passer à l'attaque sur la rive nord du Danube, depuis la Bohême, et de mettre en déroute le 3e corps de Davout, isolé du reste des forces françaises. À cet effet, 6 corps d'armée furent concentrés entre Prague et la forêt de Bohême pour une offensive qui, menée avec rapidité et énergie, pouvait s'avérer décisive. Néanmoins, l'archiduc Charles d'Autriche hésitait car des difficultés pouvaient surgir en raison du relief accidenté du terrain et du manque de connexion d'une rive à l'autre du Danube. En outre, Vienne restait exposée à une éventuelle offensive ennemie au sud du fleuve. L'archiduc, soucieux de protéger la capitale, modifie alors ses plans et décide de lancer une attaque au sud du Danube pour écraser les troupes bavaroises et occuper ainsi une position centrale sur le théâtre des opérations, et ainsi éliminer un allié de la France. Ce plan avait des chances d'être efficace à condition d'être mis en œuvre avant que les Français n'aient achevé leur concentration. De son côté, le maréchal Berthier, informé du début de l'offensive autrichienne le 11 avril, alors qu'il se trouvait à Strasbourg, se rend en toute urgence à Donauwörth, où il arrive le 13. Estimant le regroupement de l'armée encore possible, bien que contraire aux ordres de Napoléon, le major général donne ordre aux différents corps d'armée de se diriger sur Ratisbonne. Le maréchal Davout, qui à l'annonce de l'attaque autrichienne avait commencé à se replier prudemment vers Ingolstadt avec le 3e corps, reçut l'ordre de revenir sur ses pas pour défendre Ratisbonne, pendant que le général Oudinot et le maréchal Lefebvre, respectivement à la tête du 2e et du 7e corps, devaient se mettre en marche vers cette ville en repassant le Danube. Les mauvaises dispositions prises par Berthier, qui menaçaient d'aggraver la dispersion des forces françaises et de les exposer à être attaquées séparément par les Autrichiens,
Napoléon avait quitté Paris le 13 avril et voyagé de jour comme de nuit jusqu'à Strasbourg où il arrive le 15, puis se rend à Ludwigsburg, où lors d'une entrevue avec le roi de Wurtemberg, il se montre optimiste et parle de marcher sur Vienne. L'empereur reçut alors une dépêche de Berthier rapportant les dernières avancées de l'offensive autrichienne et la situation périlleuse du dispositif français. Consterné par les fautes de son chef d'état-major, Napoléon fait aussitôt expédier une missive réorganisant du tout au tout les dispositions prises par Berthier, à qui il écrit « Il fallait faire juste le contraire de tout ce que vous avez fait ». Le lendemain à 10h, il se remet en route, brûlant les étapes pour rejoindre ses soldats au plus vite. L'empereur, pour sa part, marche sur Eckmühl en menaçant le flanc gauche autrichien. Il amène avec lui les corps de Jean Lannes et d'André Masséna presque au complet, les Wurtembergeois de Dominique-Joseph Vandamme et les cuirassiers d'Étienne-Marie-Antoine Champion de Nonstony. Napoléon envoie au maréchal Davout l'ordre d'attaquer et de percer le centre ennemi dès qu'il verra approcher les divisions de Charles-Étienne Goudin et Charles-Antoine Morand, formant l'avant-garde de l'armée impériale. Ainsi, la gauche ennemie, si elle vient à résister, sera enveloppée. De tout son côté, l'archiduc Charles d'Autriche passe la nuit, du 21 au 22, à préparer un mouvement offensif. Il fait avancer son aile droite devant Ratisbonne pour que ses troupes forment une ligne entre le Danube et la rivière Laber, s'étendant des villages d'Eichbach, de Pessing jusqu'à Eckmühl. Un simple mouvement de sa droite se rabattant sur des troupes françaises pourrait lui permettre de déboucher sur les arrières de Davout et de couper sa ligne de communication. L'attaque qu'il projette doit se faire en 3 colonnes. La première, 24 000 hommes, avancera sur Hambach. La seconde, 12 000 hommes, commandée par le prince Jean de Liechtenstein, mais avec l'archiduc d'Autriche à sa tête. Elle doit marcher sur Pessing. La troisième, qui comprend les corps de Franz Seehoff, von Orsini-Rosenberg et de Friedrich Franz Xaver von Hauszollern, renforcés de grenadiers de la réserve et des cuirassiers, doit se contenter de défendre la route de Ratisbonne. Ils sont déployés sur les pentes des hauteurs, barrant ainsi la chaussée d'Eckmühl, dont ils occupent le château et surveillent l'entrée de la plaine de Ratisbonne. Tous ont ordre de ne pas bouger de leur position. À la pointe du jour, une fois dissipés les brouillards matinaux, les observateurs français notent une grande activité dans les camps autrichiens, laissant présager un mouvement imminent. Mais l'archiduc Charles d'Autriche, conscient que son armée est l'unique ressource dont dispose la monarchie autrichienne, hésite à s'engager dans une entreprise peut-être trop hardie face à un adversaire comme Napoléon. Finalement, l'archiduc décide d'attendre l'après-midi pour attaquer, laissant ainsi s'échapper l'occasion qui s'offre à lui. Pendant que l'archiduc hésite, Napoléon avance. Entre midi et 1h, son avant-garde paraît sur le champ de bataille. Le combat commence. Les Wurtembergeois avec Vandamme à leur tête s'emparent de Lindach et font leur jonction avec les Bavarois de Lefebvre. Les divisions Goudin et Morand s'infiltrent entre Degbacac vis-à-vis d'Eckmühl. Aussitôt, Davout s'ébranle et détourne l'attention de l'ennemi par une série de fausses attaques, tandis que la seule véritable, menée par le 10e régiment d'infanterie légère, aboutit rapidement sur la prise d'Unter-Lönchling. Celle d'Ober-Lönchling est plus meurtrière, les assaillants étant exposés à la fois au feu des troupes, occupant les maisons et celles positionnées dans le bois, hors dessous. Le village tombe, cependant, et plus de 1500 Autrichiens y sont faits prisonniers et le reste se retire en toute hâte. Les Français poursuivent les fuyards et la lutte s'intensifie encore. Les pentes sont rudes, les sentiers étroits et l'ennemi se défend avec opiniâtreté. Enfin, au prix de pertes considérables, dont celle de quasiment tous ses officiers supérieurs, les Autrichiens n'entendent pas céder. Ils envoient un corps de 8000 hommes assaillir les Français, épuisés, hors d'état de résister à un tel déploiement de force. Ces derniers voient avec soulagement arriver en renfort 2 régiments de troupes qui repoussent l'attaque. Bientôt, c'est tout le corps de Rosenberg qui est repoussé vers la chaussée d'Eckmühl. Au moment même, au sud, Lannes prend en flanc la gauche autrichienne, alors qu'elle subit déjà de front l'attaque des Wurtembergeois. Ces derniers avancent sur Eckmühl, dont le château résiste. Les Autrichiens ont beau tenter de se replier en arrière. Leur cavalerie a beau contenir un moment la cavalerie adverse, jusqu'à l'intervention des cuirassiers. L'avance française est si rapide et frappe si vite qu'elle brise toute initiative. Culbutée en tout point, l'aile gauche autrichienne est bientôt dans le plus grand désordre.
Au nord, les choses se passent moins bien pour les soldats de Napoléon. L'archiduc Charles d'Autriche attaquait avec des forces supérieures, qu'il est sur le point de submerger les Français, quand les revers de son aile gauche l'obligent à détourner son attention et ses efforts vers celle-ci. Même sa présence ne peut inverser le cours de la bataille. Bientôt, la chaussée de Ratisbonne est aux mains des Français. Gouda commence à déboucher de la plaine. À 7 heures du soir, l'archiduc décide de se retirer. Le gros des troupes de Rosenberg et de Hohenzollern se replie vers l'abri offert par la masse de cuirassiers autrichiens. La cavalerie française poursuit le combat afin d'anéantir l'armée autrichienne. L'affrontement entre les deux masses de cavalerie lourde, l'une voulant couvrir la retraite des siens, l'autre parachever la victoire de son camp, tourne à l'avantage des Français, qui forcent leur adversaire à se replier. Cependant, une nouvelle charge de l'archiduc Charles d'Autriche, revenu avec la réserve de cavalerie de Jean de Liechtenstein, prend de flanc les Français, conjugués à la nuit, à la fatigue et à l'épuisement des chevaux, impose alors à Napoléon d'ordonner l'arrêt de la poursuite. Les Autrichiens se replient jusqu'à Ratisbonne. La nuit venue, Charles d'Autriche fait jeter un pont de bateau sur le Danube pour continuer sa retraite le plus vite et le plus discrètement possible. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 5 janvier 1809, c'est le traité des Dardanelles. C'est une paix signée entre le Royaume-Uni et l'Empire ottoman. Le 14 janvier, une flotte britanno-portugaise s'empare de la Guyane française. L'armée brésilienne occupe Cayenne jusqu'en novembre 1817. Le 24 février 1809, c'est la capitulation de l'amiral Louis-Thomas Valéré de Joyeuse. Les Britanniques occupent la Martinique jusqu'en 1816. Le 13 mars, le roi de Suède Gustave IV Adolphe est contraint d'abdiquer par une révolte militaire. La noblesse instaure une charte qui établit une monarchie constitutionnelle. Selon le principe de la séparation des pouvoirs, le roi s'exile en Suisse et son oncle, Charles XIII, lui succède. Le 16 mars 1809, c'est la reprise de la guerre entre la Russie et l'Empire ottoman. Bagration est nommé général en chef des forces armées russes le 21 août. Le 10 juin, le pape Pie VII riposte à l'annexion des États pontificaux et excommunie Napoléon. Le 16 juillet 1809, c'est un soulèvement de la Paz contre la couronne espagnole mené par Pedro Domingo Murillo. Elle est réprimée le 25 octobre. Comme on l'a vu, la bataille d'Eckmühl se déroule les 21 et 22 avril 1809, en Bavière, opposant les troupes françaises et alliées dirigées par Napoléon Ier à l'armée autrichienne commandée par l'archiduc Charles d'Autriche. Elle se solde par une victoire majeure de l'empereur sur les Autrichiens. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.